Go. Bah, merci beaucoup, Christophe, d'accepter mon Rudy, invitation. la forme? Ouais, ça va. Voilà, C'est un après peu ce pro- tranquille en ce moment. J'espère que pour toi, c'est un peu, il y a un peu plus de taf. le planning est quasiment complet. Les Oh. seuls, on va dire, allez, les seules journées qui sont disponibles, ce sont dues à des retards de livraison de matériel qui décalent des projets. Donc là, avec toute la bulle de l'IA, c'est vrai que ça pose pas Ah mal de ouais. soucis sur de la réception entre les augmentations de prix et les retards de livraison. Il y a quand même pas mal de choses qui sont décalées. J'ai eu des installations, enfin des setups qui étaient prévus pour mi-décembre, décalés quasi fin janvier, début février. Donc ça fait jouer à Tetris avec le planning, mais je touche de la peau de singe. Je m'en sors pas trop mal. Bon, super. Parce que, alors ouais, ça me fait déjà venir deux questions. Effectivement, oui, j'ai vu qu'il y avait même plus de disques durs sur le marché, que les disques durs magnétiques étaient, il y avait plus de stock. Et donc, tu fais du matériel un petit peu. Moi, je pensais la dernière fois qu'on s'était suivi, tu étais beaucoup cloud, Bah, mais disons que j'aurais plutôt tendance à dire que je vais assister mes clients par rapport aux problématiques qu'ils ont. Et donc, c'est vrai que certains clients ont des problématiques de migration sur de cloud ou d'exploitation de bases de données côté cloud. hmm, Mais pour certains, le cloud n'est pas la solution. En tout cas, il n'y a pas d'intérêt à déplacer les bases de données parce que ça augmenterait la latence, ça augmenterait les durées d'exécution des requêtes. Et quand on est proche de machines-outils, dans des ateliers ou quand on hmm. est sur des choses dont finalement l'exploitation est quelque chose qui est purement on-premise, il n'y a pas de raison d'aller sur du cloud. Et j'aurais tendance à dire que j'aime bien ça aussi, puisque mine de rien, j'ai connu l'ère de l'informatique vraiment on-premise et j'aime bien encore toucher à tout ce qui est matériel, donc que ce soit des switches, que ce soit des fibres, que ce soit des cartes HBA, que ce soit des serveurs à raquer. Donc j'ai toujours un certain plaisir, mine de rien, à manipuler ce côté matériel, même si le côté virtualisation, le côté containerisation et le côté cloud amène d'autres challenges et amène à penser les choses complètement différemment. Mais franchement, je prends toujours du plaisir à travailler, on va dire, sur des vieilles configurations. Bah ouais. Le côté matériel, j'avais mon fils hier, je lui expliquais que on fait encore ça, les gamers font encore ça, mais qu'on construisait nos machines, on achetait nos. On fait toujours ça, j'en ai fait un il y a 4-5 ans, mais c'est un truc qu'on faisait quand on. Enfin, moi, que je faisais quand j'étais ado, où t'achètes ton disque dur, ta carte mère, Alors tu ça mets se voit tout pas, ça mais dessus. derrière moi à droite et de l'autre côté des écrans, en fait, j'ai des bandes de montage et en fait, les PC sur lesquels je fais beaucoup de tests ou même les Hmm. PC sur lesquels je travaille sont des PC qui sont complètement désossés avec complètement installés sur des bandes montage avec aucune protection, donc il faudrait pas non plus que des trop jeunes rentrent ici. Ouais. Mais ça permet de faire des tests, voilà, sur du matériel qui est relativement performant avec des cartes PCI, NVMe. Donc pour du stockage vraiment rapide, ça permet vraiment d'étalonner des choses, d'avoir, je dirais, un bon aperçu de ce que peut être la performance au niveau virtualisation, au niveau SQL Server, sur du matériel que l'on connaît, que l'on maîtrise de A à Z, sans avoir à souffrir d'une quelconque couche de virtualisation ou d'équipement sur le réseau qui ferait que mes IO disques sont trop longs pour une raison X ou Y. À propos de ça, tu as testé les améliorations de Windows Server 2025? Alors, je Eh dis bien, juste pour les gens qui effectivement, nous écoutent, vas-y. il y a une couche NVMe, enfin, qui était mal gérée, on va dire, et maintenant, ils adressent directement le bus NVMe, et apparemment, ça fait vraiment une grosse différence. Les performances annoncées sont vraiment intéressantes. J'ai pas eu l'occasion encore de le mettre en œuvre, mais j'attends ça avec impatience chez certains clients qui ont déjà, je dirais, toute la couche hardware, Hmm. donc avec des baies de disque full NVMe et des bons switches derrière. Et donc, le côté config VMware, on avait déjà testé le fait d'utiliser des contrôleurs NVMe au niveau du VMware. Mais là, la petite touche supplémentaire de tester le Windows 2025, ça va être intéressant, mais c'est comme toute migration, il y a des phases, donc faut peut-être attendre un tout petit peu le temps que ça rentre dans un cycle de renouvellement. Je pense que les gens ne se sont pas franchement jetés dessus, enfin, de ce que moi je peux voir. J'ai quelques Windows 2025 qui tournent, mais c'est parce que c'est des dernières VM installées et qu'on a juste voulu voir ce que ça donnait.
Je pense Mmh. qu'on n'a pas encore testé le côté vraiment pure perf de la Ouais, fonctionnalité. puis je pense aussi que tout le monde est peut-être pas forcément au courant. Alors, par rapport à ça, il y a un article que je viens de voir sur LinkedIn de Anthony Nocentino, qui faisait des tests et qui annonçait à peu près 25 d'amélioration de C'est ce que j'avais vu passer, ouais. ouais. Je pense qu'il y a clairement des choses à faire. Après, ce qui serait intéressant de voir, c'est de mettre en parallèle le gain de perf vraiment côté bare metal, quoi, sur une machine vraiment physique sur lequel on installerait soit un Windows en direct, soit un Hyper-V, et de mesurer un tout petit peu les perfs et de voir après si on a effectivement une dégradation de perf quand on va monter d'un cran dans la virtualisation. Moi, je sais que sur le matériel que j'ai derrière, je m'étais amusé à faire des tests avec le bon vieux disque SPD et je veux dire, tout configuré au mieux. Les deux courbes sur la latence et sur les IO disques étaient vraiment extrêmement similaires. Il y avait très très peu de déperdition du fait de rajouter la couche de Virtu, malgré le fait que les IO disques côté Windows soient pas les meilleurs que l'on Mmh. puisse connaître. Il y a une amélioration qui est arrivée, donc je pense qu'il faudra vraiment en tenir compte et relancer une batterie de bench là-dessus. Mais c'est vrai que ça va dans le bon sens parce que ça pêchait de temps en temps au niveau des IO. Ouais et je crois que ce que Nocentino, a testé, c'est effectivement le parallélisme, enfin le parallélisme des IO Ouais, et tout à fait. qu'il supporte beaucoup plus. Je pense qu'il y a une bande, Ah passante. mais clairement, hein, puisque si on se remet un tout petit peu dans le passé, dans les années 60, quand le protocole AHCI a été construit, en fait, c'était histoire d'accéder au disque dur. Et ce protocole-là, sachant pertinemment que le matériel n'était pas capable de délivrer énormément, ce protocole, finalement, c'était une seule file d'attente avec 32 commandes dans la file d'attente. Ça, je crois que ça a été un petit peu élargi après à 64 commandes, mais au final, j'avais qu'une seule file d'attente avec 64 commandes dans la queue. Et quand on passe sur du protocole NVMe, c'est justement pour, je dirais, faire table rase de ce protocole Mmh. AHCI et du coup d'avoir 64 000 files d'attente avec une profondeur chacune de 64 000 commandes. Donc, clairement, on est sur le côté parallélisation des IO, en tout cas suffisamment de files d'attente pour pouvoir adresser un grand nombre de requêtes en simultané. Et Mmh. là, pour le coup, c'est là où on voit la différence entre un disque NVMe qui finalement va profiter de ce protocole-là par rapport, j'allais dire, au même disque SSD, mais sur un protocole SAS, SATA un petit peu plus traditionnel. Ouais. On n'a pas du tout les mêmes IO, ça c'est Mmh clair. et j'en profite d'ailleurs parce que c'est un truc, je me suis, jamais vraiment penché profondément sur le sujet, mais il y a eu un temps, enfin moi je suis assez vieux, toi tu es encore jeune. Il y a il y a eu un temps où, on utilisait enfin moi j'utilisais pas mal, la mesure de la file d'attente du disque et je me souviens une fois, tu avais dit ou on avait discuté de ça, mais tu avais dit que tu l'utilisais plus, Mm. parce que selon certaines configurations RAID, c'était pas, fiable et que Tout à depuis fait. moi aussi j'ai arrêté de l'utiliser, mais j'ai jamais cherché pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser et je veux bien que tu m'expliques alors. En fait, la problématique finalement que l'on a quand on va être côté Windows, on va dire ça côté guest, même si c'est une machine physique, peu importe la topologie qu'on va avoir, c'est qu'en fait, la file d'attente, c'est par rapport à un volume. Et ce que je ne sais pas quand je suis dans mon Windows, c'est qu'est-ce qui finalement supporte ce volume-là? Est-ce que le volume que je vois, le volume D que je vois dans Windows, c'est un seul disque, qu'il soit NVMe ou rotatif, peu importe, Mmh. ou alors, est-ce que derrière ce disque, j'ai une grappe RAID avec 50 axes? Et là, pour le coup, la latence que moi je vois côté Windows, finalement, une latence de 5, pardon, pas une latence, une file d'attente de Ouais, 5, ma file d'attente traduit mes 5 commandes qui sont dans le pipe. Mais ouais. ces 5 commandes, est-ce qu'elles s'adressent à un seul axe ou est-ce qu'elles s'adressent à 50 axes ou 100 axes au niveau de ma baie de disque? Et donc, c'est là où une file d'attente de 5, tant que je ne connais pas mon matériel sur le bout des doigts, je suis incapable d'en tirer une quelconque, je dirais, tendance au niveau de la perf. Alors que si je regarde finalement ma latence, si ma latence est haute, clairement, je sais que si je regarderai la file d'attente, j'aurai de la file d'attente. Si je n'ai pas de latence, ben, je sais que je n'ai pas de problématique. Donc, c'est vraiment pour moi annexe de regarder ce côté, enfin, ce compteur de performance en lien avec la file d'attente parce que je ne connais pas forcément le matériel qui est derrière. Alors, si j'ai la chance de le connaître, tant mieux, et j'aurai quelque chose qui sera pertinent d'un point de vue de l'information.
Mais généralement, et je pense que là-dessus tu dois me rejoindre, quand tu arrives chez un client et que tu dis quelle est votre configuration, qu'est-ce que vous avez mis derrière, est-ce que c'est du RAID 50, du RAID 51, au contraire, est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus basique ou de plus évolué, combien est-ce qu'il y a d'axes, combien est-ce que vous avez de data store, est-ce que les volumes sont sur des data stores distincts, est-ce que vous avez la réplication de B qui fait que j'entraînerai un petit peu plus de latence. Donc, tu as tout un tas de facteurs qui font que tu maîtrises plus finalement ce côté I/O physique tel qu'on pouvait l'avoir dans le passé sur un seul axe ou une grappe qui était directement connectée sur ton contrôleur RAID dans la machine. Et donc, le fait de virtualiser toute cette couche d'I/O disque fait que tu as des compteurs qui perdent vraiment de signification. Ouais, moi je suis pas très matériel, enfin je gère un petit peu, mais moi c'est plus, tu sais, l'optimisation des requêtes. Mais c'est vrai que finalement j'ai arrêté de l'utiliser, mais je maîtrise beaucoup mieux la latence, tu vois, la latence d'un I/O par seconde. Là, tu as quelque Euh, chose de tangible, quoi, hein. oui, oui, là bah, tu sais quoi, tu sais maintenant que si tu es sur un NVMe, je m'attends quand même à un minimum de, je sais pas, peut-être 1 milliseconde, 2 millisecondes à tout casser. Et que si je vois quelqu'un qui a une moyenne de 25 millisecondes, aujourd'hui, je lui dis, bah, il y a un truc qui va pas. Puis après, souvent, c'est les gens de l'infra ou l'hébergeur ou peu importe qui Ah ben, en qu'on fait, challenge c'est un ce qui petit touche, peu, hein. mais on a une métrique sûre pour le challenger, ça c'est sûr. Tu as une métrique sûre. Après, la question, c'est où est-ce qu'on prend cette mesure? Est-ce qu'on la prend côté SQL Server ou est-ce qu'on la prend côté Windows? Puisque finalement, côté SQL Server, dans ton Virtual I/O File Stat, tu Mhm, vas avoir l'information. mhm. Sauf que l'information remontée par SQL Server, elle est au-dessus du filtre lié à l'antivirus. Alors que la latence prise côté Windows, elle est en dessous. D'accord, Donc, c'est si déjà on intéressant. commence à avoir une différence, tu peux pointer un EDR, tu peux pointer un antivirus. Alors que si déjà côté Windows, tu as cette latence-là, bah, du coup, tu te reportes vraiment côté infra. Donc, comment est-ce que j'ai formaté mes Intéressant, ouais. volumes? Comment est-ce que j'ai Mhm, conçu ma VM? Est-ce que j'ai bien mis plusieurs contrôleurs sur ma VM? Ensuite, côté ESX ou côté Hyper-V, combien mhm. est-ce que j'ai de cartes HBA pour pointer sur mon stockage? Quelle est la stratégie finalement de balance des I/O au niveau de mes cartes HBA, puisque je vais forcément en avoir plusieurs? Est-ce que je suis sur du round robin bête et méchant? Est-ce que je vais regarder ma file d'attente finalement sur chacune des cartes pour prendre la carte sur laquelle il y a le moins de files d'attente possible? Est-ce que c'est juste du failover parce que je ne veux pas faire du load balancing sur mes IO? Donc, il y a toute une stratégie derrière qui fait que ça peut jouer sur la latence. Et la dernière chose que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, c'est les snapshots de VM qui avaient introduit une énorme latence en fragmentant vraiment les fichiers finalement côté Ah oui, ça VMware. provoque de la fragmentation. Ouais. Ouais, il a vraiment la fragmentation, mais au sens VMware. On oublie finalement qu'il y a du SQL dessus, puisqu'on faisait vraiment les tests côté perf disque Ok. pur. Et finalement, plus les backups de VM s'empilaient, malgré le fait qu'on était censé détruire les snapshots à chaque fois, on avait une fragmentation des fichiers qui se faisait, qui amenait à une latence énorme et qui n'était plus acceptable d'un point de vue de la performance. Ouais, c'est intéressant parce que donc tu parles pas du moment où le snapshot se prend, mais c'est Après, de la, même con- quand le la snap, même conséquence. quand le snap, Ouais. même quand le snap il est détruit. Hmm. Ouais, parce que moi, ce qui m'arrive assez souvent, alors moi je suis moins dans le matériel que toi, mais ce qui m'arrive assez souvent, c'est de devoir argumenter auprès des gens de l'infra ou des hébergeurs pour dire oui, il y a quand même un problème. Alors que bon, pour eux, il faut vraiment Et leur prouver le truc, c'est quoi. toute la problématique des sondes, en fait, parce que Hmm. si on commence à arriver avec une métrique côté Windows où on va avoir, mettons, 20 millisecondes de latence, mais que côté ESX, côté hyperviseur, on commence à mesurer que 1 milliseconde, bon, ben, OK, la déperdition, on sait où elle est. Hmm. Si côté ESX, je commence à avoir cette déperdition, en fait, on va commencer à basculer un tout petit peu côté ESX top. On va plutôt en ligne de commande et plus utiliser la couche graphique vSphere. Et là, de ce côté-là, un petit ESX stop avec un tiret D, on va commencer à avoir vraiment la latence un petit peu plus finement. Donc, il y a des choses à creuser, mais c'est vrai que suivant le point que l'on regarde, on peut ne plus du tout avoir les mêmes rendus en termes de latence constatée. Et là, pour le coup, du coup, on va savoir exactement où pointer pour améliorer les choses. Hmm. Et tu fais du Linux un peu avec SQL Euh, Server? on va dire que j'essaye d'éviter, non pas que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que au fur et à mesure du temps, on va dire ça comme ça, puisque mine de rien, j'ai commencé SQL Server sur du NT4 avec du 6.5 en 97. Hmm. Euh,
alors que j'avais arrêté Linux 2-3 ans auparavant, la compétence que j'ai aujourd'hui acquis justement sur toute cette stack, Bah on ouais. va dire OS, je n'ai plus du tout la même côté Linux. Donc moi, si un client, et ça m'est arrivé, un client veut passer sur du Linux pour des raisons idéologiques, pour des raisons de licensing sur ton Windows, et Mm. encore que c'est discutable, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, moi, je peux l'accompagner vraiment côté SQL Server. Par contre, derrière, si à un moment donné, il y a vraiment quelque chose qui est purement système sur l'OS, je pense que clairement, il faut faire appel à un spécialiste Linux. Et mine de rien, dans le monde SQL Server, il n'y a pas tant de Bah ça non. de personnes qui ont vraiment la double compétence Windows Linux. Ouais, cela dit, il y a pas énormément, j'ai pas eu énormément de clients. Si, quand même quelques-uns qui ont fait du Linux. Mais après, tu vois, cette question des IO, ça me faisait penser à la question du système de fichiers. Parce Ah, que il est parfois, meilleur on côté te Linux. dit XTS, machin, ou on te dit non, XT4, c'est vraiment performant maintenant. Donc, il y a ces petites subtilités ou ces petites Ouais, ouais, bisbilles. une XT4 ou un XFS, oui, clairement, ouais. Tu peux avoir effectivement un gain d'IO, mais finalement, la question, c'est est-ce que ce gain d'IO sera profitable à ton système? Parce que si c'est ton goulet d'étranglement, ok. Si c'est pas le cas, pour le coup, il n'y aura pas forcément de gain. Et Tiens, après, il bah, faudra j'en voir le côté profite. Ouais, exploitation, quoi. excuse-moi. Non, j'en profite pour ça peut intéresser les gens parce que je pense qu'on a un peu la même expérience. Les gens qui continuent à séparer beaucoup les fichiers, les groupes de fichiers pour les index, etc. Ah, Euh, sujet hyper intéressant. oui, ben, je t'en prie. J'ai une opinion sur le sujet, mais on n'a peut-être pas la même, donc je suis intéressé Ouais, de la connaître. il y a plein de choses qui peuvent être effectivement discutées. La première, c'est effectivement la séparation des data et des index. Si on se remet finalement dans les documentations un petit peu Microsoft des années allez, 2000, on va dire avant SQL Server 2005, Mhm. il y avait vraiment cette tendance à séparer les data des index sans pour autant qu'on nous dise exactement ce qui se cachait derrière. Clairement, dans les docs, il n'y avait pas le pourquoi. On nous disait c'est pas mal, ça peut avoir un intérêt, mais ça rentrait pas vraiment dans le détail des choses. Bon, moi, l'idée de base, c'est que j'imagine que c'était pour paralléliser les IO, bêtement. Alors, pour moi, oui et non. Hmm. C'est oui dans le sens où, euh, à un moment donné, tu peux très bien attaquer finalement les datas d'une table et mettre ça en jointure avec un autre index. Là, ça pourrait se trouver. Ou bien Mais faire encore le une mock-up. fois, Ouais. si on part du principe que la totalité des requêtes, excepté restore database, et si on part du principe que la totalité des requêtes s'exécute en mémoire, au final, séparer physiquement les datas des index sur disque n'offre pas un intérêt majeur. Ou n'offre plus, parce qu'on a plus de RAM qu'à l'époque. On a clairement plus de RAM qu'à l'époque, ouais. On va dire ça comme ça. Hmm. Par contre, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes dans ce contexte, c'est que ce qu'on nous expliquait plus ou moins à l'époque, c'est cette histoire finalement des pages de données système, la gamme, SGAM et PFS. Et donc, le fait d'augmenter le nombre de fichiers au sein d'un même file group augmentait finalement la concurrence d'accès sur ces objets systèmes. Donc, le fait de séparer les data et les index pouvait à minima offrir un petit peu plus de pages PFS. Et de facto, on sait aussi que ça permettait d'augmenter les performances au niveau des backups. Mais ça, Mais même en c'était lecture, parce que je veux bien qu'il y ait une oui, contention sur sur l'écriture. les gammes, les SGAM quand tu dois écrire dedans, parce que tu dois Oui, verrouiller et donc nécessairement il y en a qu'un qui peut écrire dedans. Mais en lecture, pareil. En lecture, je pense que tu avais aussi un intérêt parce qu'il faut aussi localiser quelque part ces pages-là. Donc, tu pouvais l'avoir par ce biais-là. mhm. Et pour moi, ce qui était vraiment important, c'était pas forcément de séparer les data et les index, mais de séparer les tables que j'allais utiliser de manière conjointe. Donc, typiquement sur des joins. Et avoir finalement des tables dans des joins qui étaient sur des file groups séparés ou des fichiers séparés, là, oui, on pouvait commencer à avoir un gain. Mais Sauf parce que qu'on avait des IO physiques, c'est ça que tu veux dire? parce qu'on avait des IO physiques. Oui, d'accord. Et clairement, quand SQL Server 2005, on va dire ça comme ça, est arrivé, à partir du moment où on pouvait commencer à partitionner des tables, le fait de partitionner la table et de vouloir aligner les index non cluster sur les tables faisait que c'était bien plus pratique que d'avoir tout dans le même file group.
Donc finalement, le précepte de l'époque de séparer data et index, pour moi, on va dire qu'il a été quasi abandonné à partir de SQL Server 2005. Et les progrès matériels aidant, autant au niveau IO disque que mémoire, ben finalement, le gain que l'on pouvait avoir, il avait un tout petit peu disparu et ça nous privait de certaines choses d'un point de vue du partitionnement. Par contre, ce qui restera hyper intéressant, c'est de continuer finalement à séparer mes tables et les index associés dans des file groups complètement distincts, de manière à offrir finalement au DBA des options supplémentaires en termes de backup, en termes de restore et en termes de placement finalement côté disque aussi. Donc on pourrait prendre des exemples de file group d'archives, de file group show, etc. Et quand on voit les possibilités de l'édition Enterprise sur de la restauration granulaire, ça devient hyper intéressant. Avoir des bases de données qui sont partiellement en ligne, c'est super intéressant, quoi. Ouais, ce qu'on appelle du piecemeal restore, juste pour dire. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, je précise pour les gens qui nous écoutent, on peut restaurer un groupe de fichiers, rendre la base disponible sur des données vivantes, et puis ensuite tranquillement restaurer des groupes de fichiers secondaires, on va dire, qui vont. Exactement. Mais les gens peuvent déjà commencer à bosser. Ils peuvent commencer à bosser et c'est toujours une démo qui est hyper intéressante, quoi. Moi, avec les bonnes vieilles bases AdventureWorks, on peut commencer à remettre la partie production en ligne, alors que la RH, ils attendront le lendemain, c'est pas très très grave. Donc, on peut vraiment faire des choses qui sont hyper intéressantes, mais ça sous-entend d'avoir finalement réfléchi à l'architecture physique de la base de données. Parce que c'est vrai, très souvent, on se dit, oui, l'architecture de la base, c'est les index, c'est les tables, OK. Mais ça, si je le mets, allez, si je mets tout dans le fourre-tout du primary file group, c'est un petit peu dommage. Donc déjà, à minima, se mettre notre file group de data de manière à séparer les objets système des objets utilisateurs. Et ensuite, dans ce file group-là, je vais pouvoir jouer avec plusieurs fichiers, histoire de réduire des contentions système et éventuellement avoir d'autres file groups à côté pour aller donner des options supplémentaires. Ça coûtera pas plus cher. Alors, il faudrait pas non plus jouer à l'extrême et avoir des centaines de fichiers dans la base de données, mais avoir 8-10 fichiers n'est pas inconcevable au niveau d'une base sérieuse. Si c'est une base de 10 gigas, on est d'accord que c'est surfait, quoi. Ouais, mais donc c'est tout à fait raisonnable ce que tu dis. Là où je pense qu'il est utile de préciser un truc, ou là où je commençais ma question, c'est que moi je me retrouve avec des clients qui font ça parce qu'il y a des DBA qui leur ont dit c'est une bonne pratique, tu vois, mais qu'il n'y a pas de réflexion en amont. Et donc, ils se retrouvent avec, surtout, j'ai un client qui a plusieurs environnements et qui reproduit ces environnements un peu trop, mais peu importe, de dev, de recettes, de trucs, d'intégration. Et chaque fois, ils se retrouvent avec peut-être 15 fichiers. Et ils ne l'ont pas fait pour une raison précise. Ils l'ont fait parce que c'était une bonne pratique et qu'il y a un DBA qui est passé, qui leur a dit. Et maintenant, ils s'embêtent tout bêtement à dimensionner chaque fichier, chaque groupe de fichiers. Mais c'est pour rien. Non, ouais, faut pas. Enfin, je pense que c'est comme toutes les règles. Les règles valent le coup d'être suivies si on comprend ce qu'il y a derrière. À partir du moment où on les suit bêtement et méchamment, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à mettre en avant sur toutes les formations que je donne. C'est, je préfère vous expliquer comment ça se passe, comment SQL Server fonctionne, et typiquement au niveau du stockage des données, de manière à ce que vous ayez toutes les billes pour prendre la décision sur comment est-ce que je vais architecturer ma base de données. Mais on est d'accord que, et là où je voulais en venir, c'est que parfois les gens font ça pour des bonnes pratiques de performance. Or, maintenant, on a assez de RAM. Si on a des volumes raisonnables, on a assez de RAM pour que tout soit dans le buffer, dans le cache. Et donc, le fait de séparer table, index, etc., c'est plus pour les performances, mais c'est comme tu dis, pour des facilités d'administration. Ouais, pour moi, c'est vraiment du management maintenant. Hormis vraiment de la concurrence d'accès extrêmement forte sur de l'insert, sur de l'analyse, je vois plus trop de raisons de les séparer. Et d'ailleurs, tu parlais de partitionnement. Donc, je fais un peu les questions au fil de l'eau, ça me donne des idées. Moi, j'ai un problème. Enfin, j'aime bien le partitionnement, mais j'ai un problème. Effectivement, on l'a vu arriver en 2005, donc on est un peu vieux tous les deux. On a vu. Moi, 2005, c'est presque dans ma tête comme si c'était nouveau encore dans ma tête. C'est bizarre. Ah, mais il y a des nouveautés de SQL 2005 qui sont toujours pas mises en œuvre sur pas mal d'instances. Ouais. Et le partitionnement, je trouve qu'ils se sont arrêtés.
Enfin, ils ont fait un truc en 2012, je crois, ils ont dit on augmente à 15 000 partitions. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont pas, ils ont ingénieré un truc, ils ont fait énormément de choses en 2005, et puis ça a un peu stagné. J'aimerais bien qu'il y ait des trucs, par exemple, de pouvoir partitionner sur un couple de 2 colonnes, tu vois. J'ai l'impression que ça s'est arrêté, et moi, il me manque un truc. J'aimerais bien que ce soit encore mieux, quoi. Si on compare avec d'autres produits, que ce soit du Oracle ou même, je pense, Apparemment, du Oracle, il y Postgre, a plein de trucs intéressants. il y Ouais. a, il y a des fonctionnalités de partitionnement qui sont effectivement peut-être plus évoluées. Mm. Je pense, à mon avis, que le partitionnement n'est pas encore rentré dans la mentalité des DBA ou des développeurs ou des architectes de bases de données côté SQL Server. Et quand les gens pensent à l'utiliser, pour moi, ils l'utilisent très souvent pour de mauvaises raisons. C'est ah là là, ma table a 1 milliard d'enregistrements. Oh mon Dieu, il faut que je partitionne. Mm. Et en fait, la réflexion, elle n'est pas bonne parce que si je commence à la partitionner et que je fais un select finalement qui va attaquer plusieurs partitions, je vais attaquer X biteries et donc ma requête sera plus lente. Donc il faut surtout pas finalement partitionner pour des raisons qu'on va qualifier plutôt de volumétrie ou de nombre d'enregistrements, mais vraiment pour répondre à des problématiques de lock et de latch ou éventuellement des problématiques de sliding windows. Voilà, tous les X années, je purge, etc. Et là, on est dans un cas d'usage qui s'applique vraiment au partitionnement tel qu'il est implémenté vraiment dans les bases SQL Server. Et si on reste sur ces concepts-là, on aura vraiment des choses hyper intéressantes avec le partitionnement. Mais Mais si je sur partitionne, l'implémentation du partitionnement en tant que tel, tu trouves pas qu'ils pourraient continuer à bosser dessus pour améliorer les choses? alors moi, j'aurais rêvé d'avoir un partitionnement qui travaille ce que moi j'appelle un mode mitraillette. Parce que en fait, si je prends par exemple une colonne de type integer identity où je fais du plus un ou avec une séquence, Mm. peu importe le système, en fait, pouvoir juste dire ben, je veux 10 partitions, je veux 20 Mm. partitions et qu'automatiquement ça me fasse le modulo. Ça m'intéresserait. Parce qu'on peut l'implémenter, je l'ai fait, mais c'est extrêmement lent. C'est-à-dire qu'on Ouais. perd le bénéfice Ce qu'on finalement de la appelle du partition. sharding globalement dans d'autres moteurs, quoi. Voilà. C'est-à-dire le partitionnement est automatique, tu lui donnes le type et puis lui il se débrouille pour Il se débrouille. réparer. Et Ouais. ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui manque parce que quand on a des fortes contraintes à l'insert ou à l'update avec énormément de concurrence d'accès, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment utile. Et quand je parle de concurrence d'accès, c'est vraiment une concurrence d'accès sur lequel mon client ne pourrait pas faire la différence entre telle partition et telle partition. Ce ne serait pas X magasins qui voudraient travailler sur la même base. Non, c'est là, j'ai vraiment des requêtes qui arrivent et il n'y a rien finalement qui la différencie d'un point de vue partition ou l'autre. Et ce serait vraiment une histoire d'arroser toutes les partitions de manière un petit peu round robin finalement pour, enfin, pour éclater la charge au niveau de mes objets. Ouais, tu vas un peu Ça plus me manque. loin et tu parles de partition, enfin de scale out. C'est scale Finalement. out, tout à Mm. fait, parce que le scale up, on le fait depuis des années et c'est comme Bah ça ouais. qu'on a réussi à en arriver là, mais le scale out est bien plus complexe à gérer, Bah oui, clairement. c'est sûr. Non, moi le truc sur la partition, c'est bah, si en termes de performance, c'est intéressant, mais t'as plein de problèmes. Alors d'abord, on partitionne, et puis j'ai vu des gens qui n'avaient pas compris, mais j'en ai pas vu beaucoup, et ça fait longtemps que j'en ai pas vu, qui disent ah oui, mais il faut que je crée un groupe de fichiers par partition, puis ils sont là avec, ils vont, Ça dépend. ils vont finir par faire des centaines de groupes de fichiers, et puis là, tu es perdu complètement. Donc, on peut faire toutes les partitions sur le même groupe de fichiers. D'ailleurs, il y a un truc très énervant dans Management Studio, c'est que quand tu as tendance à utiliser l'assistant, il ne sait pas mettre le all to partition tout seul comme un grand. Et ça, je pense qu'il pourrait le corriger aussi. Ce C'est serait... SMS là. Oui, c'est SMS. Mais bon, il y a des gens qui l'utilisent, tu vois, parce que tu n'es pas censé connaître tout le mécanisme de la création de la fonction, du scheme et des trucs. Et puis, ensuite, les gens se disent, bah, je vais pouvoir faire des performances. Oui, mais sauf qu'il faut que toutes les requêtes, toutes les closeware mentionnent la clé de partitionnement. Ensuite, tu dis, oui, mais j'ai une clé primaire clustered. Oui, mais tu peux plus l'avoir. Ta contrainte d'unicité, elle a sauté. Et je ne trouverais pas impossible, je ne sais pas, qu'on puisse rêver qu'ils puissent nous faire une contrainte d'unicité multipartition. Ça pourrait être peut-être un chantier. Je ne sais pas si c'est difficile techniquement. Et puis ensuite, tu arrives alors, je disais les partitions sur plusieurs colonnes, et puis quelque part, alerter quand quelqu'un fait un index non-clustered sur la table et qu'il ne le partitionne pas et que ça te casse toute la souplesse que tu peux avoir de déplacement des partitions. Tu vois, plein de trucs, quoi, en fait. Ouais, ouais, bah après,
Ouais, ouais, bon. On est, je pense, lié aux équipes OPM qui bossent sur les projets et qui Et vont qui tourner. ne, et qui est, alors, moi, je râle aussi là-dessus parce que quand tu fais un feedback, déjà, les sites de feedback de Microsoft, ils ont changé 4 fois. Puis maintenant, quand tu fais un feedback, ils te disent oui, mais on va corriger, on va faire seulement s'il y a des votes. Mais comme personne connaît le site, il n'y a personne qui va voter. Puis toi, tu es obligé de poster partout en disant allez voter pour mon truc. Enfin, c'est bon. Bref, Ah, je râle, je râle. C'est pas grave. non, non, les partitions, c'est un outil fabuleux, mais voilà, c'est comme tout, c'est une Ouais. fonctionnalité qu'il faut savoir maîtriser, quoi. Et donc, tu me parlais, on parlait du cloud avant. Est-ce que toi, tu observes des évolutions là? D'abord, ok, est-ce que tu observes des clients qui reviennent en arrière? J'ai pas de clients qui reviennent en arrière, mais j'ai des clients qui commencent à me dire, les données que j'ai dans le cloud, je voudrais aussi les avoir on-prem. Ok. Parce que certains commencent à se poser des questions d'un point de vue sécurité slash géopolitique. Mes données qui sont sur La AWS, mes fameuse données qui sont sur souveraineté. Azure. Donc, on a cette problématique-là. Et ben, certains outils aussi qui, du coup, étaient cloud, mais finalement, on-prem, ça marchait très bien. Hmm. Et ça me permet de diviser par X ma facture. Donc, il y a à la fois, je dirais, un tout petit peu de réflexion au niveau de la réversibilité, mais aussi au niveau de l'usage, comme quoi ben, le cloud ne fait pas tout. C'est pas parce que j'ai du cloud que c'est magique. Et donc, il y a pas forcément de retour arrière pour l'instant, de ce que je vois, mais il y a des réflexions sur ne pas tout avoir sur le cloud, clairement. Et tu es d'accord aussi que on nous avait vendu, enfin, moi je fais un peu le vieux là, mais on nous avait vendu le cloud sur de l'élasticité, ce qui est normal, mais sur des économies, mais rarement tu fais des économies en passant de on-prem vers le Oui, parce cloud. que clairement, ce qui se passe, à mon avis, c'est que on va plutôt faire du lift and shift. Je prends mon appli, je la déplace et Hmm. je ne cherche pas à utiliser le cloud dans son intégralité, toutes les fonctionnalités que l'on peut m'offrir. Donc, c'est clair que si je ne fais que déplacer ma VM, ça, j'aurai pas de gain là-dessus. Mais si par contre, je commence à transformer mon application, pour justement épouser tout ce que m'offre un cloud chez un hyperscaler ou un hébergeur. Alors, certains hébergeurs ne vont pas le proposer, mais les hyperscalers, bon, on va avoir ce genre de choses. Mais quand je commence à utiliser beaucoup plus des choses comme de l'événementiel avec un event hub, avec des queues, etc., Oui, d'accord. là, je peux me permettre finalement de revoir l'architecture de mon application et du coup, potentiellement, de faire baisser aussi le coût de mon SQL parce que on est d'une époque où finalement la base de données SQL, c'était le seul stockage donné aux développeurs. Et donc, à l'intérieur, on va se retrouver Hmm. avec 30 Tera de PDF, entre ceci, cela. Donc, moi, j'ai des clients, voilà, c'est 50 Tera, 100 Tera de PDF dans la base de données. Ils sont contents, ils se prennent ça. Pourquoi? Parce que quand l'appli a commencé en 2005, pour certaines, ben, c'était le seul stockage donné aux développeurs. Et qu'aujourd'hui, ces instances-là, elles sont sur AWS, mais peu importe, c'est les instances qui sont cotées AWS. Mais si les gens redesignaient l'application, jamais ils seraient partis sur ce modèle-là. Ils auraient peut-être mis des URL finalement au niveau de la base de données qui pointent sur du blob storage quelconque, sur du S3. Donc, ils seraient partis sur un autre modèle qui aurait totalement changé les coûts de l'application. Parce que commencer à se mettre des bases à 50 Tera sur des clouds publics, ça commence à coûter. Mais si c'est 50 Tera, Hmm. je les mets sur du blob storage, c'est pas du tout le même coût. Donc forcément, pour moi, le lift and shift ne fera absolument aucune économie. Mais si je commence à repenser mon application pour épouser les fonctionnalités qui sont offertes, là, à ce moment-là, je pourrais éventuellement, je ne dis pas que c'est garanti, mais je pourrais éventuellement avoir des gains à ce niveau-là. Parce qu'une licence SQL, mine de rien, elle va coûter cher, alors que finalement, notre boulot, c'est de savoir où la donnée sera le mieux. Est-ce qu'elle va être le mieux dans un Hmm. MongoDB slash CosmosDB? Est-ce qu'elle va être le mieux dans un SQL Server? Est-ce que ce sera plus intéressant de l'avoir dans un cache Redis? Est-ce que ce sera le plus intéressant de l'avoir dans un Postgre avec du Citus pour faire du sharding automatique? Donc finalement, notre boulot d'architecte, il est de se dire où est-ce que je vais mettre la donnée pour qu'elle soit le mieux
et quelque part au coût le plus faible. Et ça marchera très très bien. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut effectivement avoir Économiser un peu. l'économie par rapport à ce qu'on Ouais. avait avant. Ouais, mais ça, c'est le rêve parce que, alors effectivement, soit c'est des nouveaux projets, soit des clients qui sont prêts à redesigner complètement l'application. Il y en a, mais il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup. Ah, Parce bah que parce que c'est personne fait le d'entre-deux coup. coups, tu vois, on a un truc qui marche en fait. On a un truc qui marche. Ouais. Ouais, ouais, mais derrière, Mm. les quelques clients avec lesquels on commence à faire les exercices, ça devient intéressant parce que Bah oui. d'une application monolithique, ils se disent, bah, en fait, si on commence à la casser, alors je ne veux pas parler de microservices Non, parce que c'est pitié, notre non, débat. pitié. C'est vraiment un autre débat. Mais rien que le Ouais. fait de casser finalement un socle monolithique pour mettre ça en plusieurs applications qui potentiellement peuvent adresser des stockages distincts, derrière, oui, c'est pas les mêmes coûts. Vraiment pas les mêmes coûts. Sachant que dans certains cas, on aura des contraintes de mirroring, par exemple, un mirroring vers un fabrique, parce que derrière, on veut faire du Power BI ou on veut attaquer les Mm. données. Mais il y a certaines autres données, ben, ce sera peut-être beaucoup mieux dans du Cosmos DB parce que je vais avoir ma réplication mondiale qui va être ultra simple en mode multi-éditeur. Donc, il y a tellement de possibilités derrière qui sont offertes par le cloud qu'en fait, toujours pareil, hein, c'est le boulot de l'architecte de données, quelque part, de dire qu'est-ce qui est la meilleure solution. Hein, parce que si c'est juste pour avoir un ERP avec 4 tables, non, ils en ont plus aujourd'hui, mais pour avoir un tout petit ERP qui Un fait petit peu quelques plus. accès, Mm. le cloud ne m'apportera absolument rien, Non, sauf mais à voilà. dire, ben, le data center, il n'est pas chez moi. S'il y a un problème, je me retourne contre mon hébergeur, ce qui est totalement faux, parce que dans les faits, le cloud, le fait d'utiliser des ressources cloud, que ce soit en IaaS, que ce soit en PaaS ou que ce soit en CaaS, en SaaS, en n'importe quoi, ça ne va pas nous dégager de la responsabilité de penser notre application pour qu'elle soit résiliente et à tous les niveaux. Ouais, absolument. Et ni protégé, ni sécurisé, ni chiffré, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, ouais, le fait d'avoir une infrastructure en tant que service, bah, c'est quand même une infrastructure, il faut quand même la penser un petit peu. Et, euh, et le côté architecture, d'ailleurs, n'a pas. Enfin, j'ai un peu. Je fais souvent le râleur, il faut que j'arrête, mais euh, le, je- on a toujours, je trouve, le problème de l'architecture vue comme soit quelque chose de raisonnable ou on utilise la technologie qui va bien, ou l'architecture comme quelque chose où on va utiliser les nouvelles technologies qui sont à la mode parce qu'elles sont à la mode, quoi. Et donc, ça, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai posté sur LinkedIn aujourd'hui. Je veux dire, si quelqu'un a des exemples de. Parce qu'il y a la fameuse modern data stack maintenant, où tu empiles les technologies les unes après les autres, puis tu parles un peu de ça. Tu vois, il y a un moment où ça a du sens. Et puis, il y a un moment où tu as quand même des clients qui ont des volumétries qui sont raisonnables. Tu vois, si quelqu'un dit non, mais moi j'ai 100 gigas, mais donc je vais être obligé d'utiliser toute une série de technologies pour supporter la charge, il faut qu'on leur explique qu'il y a des technologies qu'on on pourrait dire boring tech, en fait. Euh, Pourquoi les abandonner, tu vois? Mais je sais pas si tu as une réflexion là-dessus. Alors, Est-ce que le tu as... truc, c'est que Ouais, on est côté data. Et j'ai tendance à dire que les données restent et les applications passent. mais oui, bien sûr. Et Mm. donc, que je choisisse un framework de développement X ou Y, Mm. pour moi, c'est vraiment quelque chose d'éphémère parce que les données de ma base vont rester probablement beaucoup plus longtemps et le cycle de vie n'est pas le même. Et donc, se jeter, j'allais dire, sur des nouvelles technos, sur du stockage de données, il faut vraiment être sûr de la pérennité. Il Mm. faut être sûr de pouvoir le backuper comme on veut, de le restaurer comme on Mm. veut et là où on veut, d'où les problématiques que l'on peut avoir avec du SaaS. Un peu moins vrai avec du PaaS, mais bon, d'où des problématiques de peut-être de sécurité, de performance, parce que je maîtrise de moins en moins, et que finalement nos data, on ne peut pas jouer avec, parce qu'on se plante sur le développement en disant je prends le framework X à la place du framework Y. Bon, mais ok, si on n'est pas content, on va peut-être s'asseoir sur X semaines, années ou mois de développement, mais on est capable de faire autre chose et je ne perds pas de data. Bah Alors oui, que j'ai si pas on perdu commence l'essentiel, ouais. alors que si on commence à jouer avec la data, là, ça peut être beaucoup plus problématique parce qu'on a aussi de la contrainte légale derrière. Mm. Donc, il y a certaines données qu'on est censé garder 10 ans, d'autres données 5 ans. Je ne parle même pas de l'archivage légal. Donc,
on a des problématiques d'un point de vue data, stockage de la donnée, que l'on n'aura pas forcément sur d'autres, je dirais, d'autres postes au niveau de l'entreprise. Et donc, on est peut-être, nous, obligés justement de jouer au vieux con en disant, ben, Ouais, là, il faut, ouais. il faut peut-être s'appuyer sur quelque chose ben, qui fonctionne depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, sur lequel on sait qu'il y a des limites, ça permet de pas forcément de tout faire, mais par contre, on sait qu'une base de données relationnelle, il y aura de l'intégrité dedans. Je sais qu'une base de données non relationnelle, ben, ce sera peut-être mon fourre-tout à côté, j'y mettrai autre chose. Mais ne pas forcément partir bille en tête sur des, on va dire, des nouveautés, parce que ça fait bien de se dire, ah putain, moi j'ai le badge, maintenant je suis capable de faire du Snowflake, du ceci, du cela. Bah oui, tu l'ajoutes sur ton CV en plus, c'est cool. Ouais, mais est-ce que ça correspond aux besoins, quoi? Qu'est-ce que ça va apporter à la société? Parce que si le gars, il fait ça juste pour son ego personnel et pour remplir son CV, effectivement, ok, lui, il aura peut-être ce qu'il veut, mais derrière, en tant que société, je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Ouais, et malheureusement, ou je sais pas, bon, on fait un peu les vieux cons, mais ça vaut la peine de le dire, c'est qu'on a quand même pas mal de projets où on pense pas la chose comme ça, quoi. Où il n'y a pas une réflexion d'architecte derrière. Et parce que souvent, c'est un peu le monde. Enfin, oh non, je vais faire trop de vieux con, mais c'est un peu le monde des développeurs. Je suis développeur aussi, mais après, il y a un prisme qui est parfois au sujet de la complexité du code. C'est complexe, mon framework, etc. Je peux tout faire avec, mais la donnée n'est pas suffisamment pensée derrière. Bon. Bah, toujours problème, on revient au problème. Ouais, on revient Code toujours au first ou problème. data first? Ouais, ouais. Ben voilà, et donc, comme je suis un peu à bout de questions, tu t'intéresses à quoi en ce moment? Je me souviens que, par exemple, enfin, il y a longtemps, hein, tu faisais des présentations, il y a eu des choses sur PowerShell, sur DBA Tools. Eh bien, je reste à fond dessus parce qu'effectivement, quand on commence à avoir des centaines, Ah voire oui. plusieurs centaines d'instances chez certains clients, bah, l'automatisation via PowerShell, mine de rien, elle est quand même bien pratique. Et c'est vrai que DBA Tools, ça reste mon outil du quotidien. Et je ne vais pas dire que je fais de moins en moins de SQL, mais presque. Non, mais ouais, Mais vraiment bien. on en est à peu près là parce que ben, les DBA Tools vont couvrir mon cycle de vie, que ce soit l'installation, que ce soit la mise en œuvre de la maintenance, que ce soit éventuellement de l'audit, que ce soit la détection de problèmes. On peut rajouter du DBA check par-dessus. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec la bibliothèque PowerShell. Donc, quand on commence à avoir un grand nombre d'instances, j'aurais tendance à dire que ça devient un incontournable de, Ouais. ben, je dirais, de la trousse à outils du DBA. Et en ce moment, j'ai pas mal de choses sur alors, le côté sécurité au très grand sens du terme, au sens large du terme, avec des problématiques ben, liées justement au pen test, donc comment protéger mes instances. Donc, vraiment avoir des bonnes pratiques sur bah, tout ce qui est setup, tout ce qui est firewall, etc. Donc, toute la stack, que ce soit de l'IO jusqu'à la base de données. Énormément de sujets sur la partie Kerberos et SPN, parce que mine de rien, les gens commencent à se dire ah, mais mince, Microsoft a annoncé que là, mi-2026, il y avait des choses qui allaient SPLM. changer. Est-ce que ça va Ouais. tout casser chez moi? Donc, il y a pas mal de sujets Kerberos sur le feu. Qu'est-ce que j'ai encore de choses assez amusantes? Après, c'est des migrations, toujours pareil, il y a des cycles, donc quelques Est-ce que tu es migrations. content d'SQL Server 2025 d'ailleurs? Pour l'instant, j'ai pas de retour vraiment probant. J'attends avec impatience des grosses bases de données pour avoir un retour vraiment intéressant sur la partie compression, typiquement. Des backups, tu veux dire? Ouais, des backups, ouais. Ouais. Là, pour le coup, j'attends vraiment des bonnes bases, quoi, qu'on commence à dépasser les quelques terras, histoire d'avoir vraiment quelque chose qui soit tangible. Parce que toujours pareil, hein, les gens disent, ah là, il faut systématiquement que je fasse mes backups compressés. Oui, mais ça dépend, monsieur, parce que si votre baie de disque fait de la dédupe et de la compression, c'est peut-être plus intéressant de le garder côté baie de disque que de le garder côté SQL. Donc, il y a toujours une réflexion à avoir. Mais j'ai vraiment envie de tester ce nouvel algo de compression, là, le ZSTD. Ouais, exactement. Faut le dire dans le bon ordre, celui-là aussi, quoi. Ouais, ouais. Donc ça c'est un Mm. sujet. Et Je l'optimized locking, tu as regardé un petit peu? Alors je l'ai regardé effectivement et je pense que ça va intéresser du monde, mais
un peu complexe à prendre en main. Ouais. Il Sur la faut, partie TID, c'est vraiment hyper intéressant le fait ouais. de se dire qu'en fait, je verrouille vraiment que au dernier moment et enfin, quelque part, virer un tout petit peu toutes les intent updates. Ça va commencer à faire du bien, je pense. Mais je pense que les gens ne se jettent pas dessus, soit parce qu'ils n'ont pas la problématique, C'est un peu caché soit, aussi, hein, ouais. ouais, C'est de soit la parce que c'est plomberie, peut-être quoi. trop loin. C'est trop loin dans la perf. Personne n'est peut-être encore arrivé là. En tout cas, une grande majorité de clients n'est pas encore arrivé à ce stade de recherche de performance et que 2025 fera juste partie d'une migration comme les autres. Hmm. Par contre, et ça, c'est vrai que pour moi, 2025, ça risque d'être un game changer le jour où les gens vont réaliser, peut-être les développeurs ou les DSI, vont peut-être réaliser que 2025, c'est la première version qui donne des opportunités à des développeurs de penser différemment leur application. C'est-à-dire qu'avant, on était vraiment dans un modèle plus relationnel. Je faisais mes insert, update, delete et grosso modo, je restais enfermé dans ma base de données. Là, rien que le fait de pouvoir finalement rajouter du change event streaming, là, pour le coup, d'un point de vue du développeur, je me dis, mais attends, ce que je faisais peut-être avant d'un point de vue trigger, en faisant quelque chose, même peut-être du service broker, là, j'ai une option supplémentaire pour finalement pousser un message dans un event hub et derrière, je le consommerai pour faire absolument ce que je veux. Oui, mais pour l'instant, que sur de l'Azure. Ah, que sur de l'Azure. Donc, il faudra peut-être attendre une version plus 1, plus 2 pour que ça vienne sur autre chose, mais ça reste une brique supplémentaire. Hmm. Et donc, si on doit penser son application, peut-être que ça va m'apporter quelque chose que je ne pouvais pas faire avant et que j'étais obligé de faire d'une manière différente. Oui, ou Donc, avec un outil tiers, enfin, je veux dire, un avec, ouais, mais gestionnaire de même, tu vois, fichiers. un Debezium Kafka, Oui, oui, ok. Hmm. c'est Un peu la pas, base, oui. c'est pas aussi fun, quoi. Mais disons, ou en parallèle de la base de données, quoi. Ou Pas à alors, il partir faut des flux sortir. serveurs. Ouais. Ou alors, il faut sortir. Mais ça veut dire que c'est peut-être ton appli client qui va faire le boulot et Hmm. tu l'auras plus côté data. Donc, Hmm. potentiellement, là où tu déclenchais peut-être via trigger, même si je ne suis pas fan des triggers, ben, pour le coup, ça peut le faire. Bah, c'est toujours la réflexion de. En fait, c'est un peu aussi une extension de la réflexion. Où est-ce que je mets ma logique métier dans la base de données, dans l'application? Il y a des gens Ah qui oui, oui, vont tout complètement. faire au niveau de leur service. Et puis, le stockage, c'est comme une sorte d'armoire dans laquelle tu poses des trucs. À ce moment-là, tu vas faire ton streaming à l'extérieur, quoi. Mm. Mm. Non, mais c'est vrai que 2025, il me donne énormément d'espoir sur plein de choses. Et à côté de ça, je vais râler comme un putois parce que Bah oui. j'ai plus mon édition web, là, qui va me manquer énormément. Pour les clients qui. Alors, je précise. Je mettrai un certain nombre de trucs pendant notre conversation pour expliquer certains termes, hein, parce qu'on va peut-être un peu vite, mais c'est vrai que l'édition web est une édition vraiment pas chère, qui est en OEM et dont j'ai aussi pas mal de clients qui l'utilisaient, ouais. Et ils l'ont Ouais, c'est enlevé. une magnifique porte d'entrée finalement dans le Mm. monde SQL Server pour des bases de données qui peuvent être relativement conséquentes. On était sur du 16 cœurs avec 64 gigas de RAM, donc Mm. on pouvait commencer à Moi, faire j'avais tourner plein des de choses. clients qui faisaient de la vraie prod avec ça, ouais. Clairement, ouais. Et pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée dans l'écosystème, de manière à dire, bon, mais je commence petit et après, je vais grandir au fur et à mesure avec les autres éditions. Et là, le fait de le supprimer, je trouve ça un petit peu dommage. Ça force les gens à aller sur l'édition standard s'ils veulent rester dans l'écosystème, même si l'édition Express a gagné quelques gigas au niveau de l'espace de stockage en montant 50 à gigas, 50 ouais. gigas. Mm. Ok, j'ai gagné un stockage, mais j'aurais pas gagné un buffer pool dessus, donc on est toujours à 1 giga 4. Ouais. Mais par contre, à côté de ça, moi, je suis fou de joie de regarder mon édition standard, quoi. J'ai 256 gigas de RAM, je peux jouer un tout petit peu. Je Mm. vais avoir mon ressource gouverneur qui va descendre en Ouais. édition standard. Mm. Donc moi, avec l'édition standard, je suis comme un gamin dans un magasin de jouets. C'est vrai que le Resource Governor en standard, c'est vraiment bien, parce que Ah, ça répond à un certain nombre de besoins, ouais. clairement, Mm. clairement. Là, pour le coup. Après, côté haute dispo, j'ai pas eu de cas où on m'a demandé du distributed availability group avec des bases partiellement contenues. euh, avec des, non, oui, des groupes de disponibilité Avec des bases contenus sur contenues, ouais. lesquels on voulait mettre du Des groupes de distributed disponibilité availability contenues, group. ouais. Donc, j'ai pas eu ce cas de figure, mais clairement de pouvoir le faire, ça va m'intéresser. Mm. Après, voilà, je pense que c'est une très belle version parce qu'elle offre
des possibilités supplémentaires aux développeurs. Alors j'espère que tout le monde ne se jettera pas sur des choses. Les regex, je suis partagé sur le JSON, même s'il y a des améliorations, je reste partagé sur le JSON. Je pense qu'on est dans les cas typiques de... Ça, c'est souvent reproduit dans Microsoft. Il faut attendre 3 versions pour qu'on ait vraiment quelque chose Voilà, de bien, quoi. Ouais. on va dire ça, parce que j'ai souvenir des groupes, des types de données géographie qui étaient apparus il y a très longtemps là. Et, pour pouvoir faire de la montée en charge, je faisais du serveur lié sur un load balancer qui balançait sur des SQL Server Express pour récupérer de la performance. Enfin, c'était terrible, mais ça marchait bien. Ouais, ça fait pas envie, mais bon. Ouais. Ouais, c'était franchement, d'un point de vue fonctionnel, ça marchait du feu de Dieu. Mais voilà, quoi, on était Mais tu obligé vois, de c'est toujours contourner. un peu la même... Pardon. C'est Vas-y, toujours vas-y. un peu la même chose parce que on retombe... Tu sais, en 2012, on a eu le column store, mais les tables étaient en lecture seule. Et là, maintenant, on a le vecteur et la table est en lecture seule aussi quand tu fais un index dessus. On retombe sur les mêmes trucs. Donc, Ouais, la ouais, version prochaine, on aura un truc, puis dans 2 versions, on aura un vecteur totalement mis à jour. la question, c'est est-ce qu'on aura un vecteur dans Hekaton avec un index column, non column store, enfin column store, non cluster, sur du... Alors, je précise, Hekaton, c'est in-memory ou LTP. Est-ce que tu as des clients qui l'utilisent? Ouais, il y a eu quelques tentatives, des choses qui ont été abandonnées, des choses qui ont été conservées, mais ça bouffe énormément de RAM. Parce Par que c'était contre, j'ai de... pas mal du tout, que tout le concept est bien et toute l'implémentation est impressionnante, mais ça c'est un peu... Enfin, voilà, ça pas... Tu t'adresses à des clients qui ont Mm. vraiment des problématiques ultra poussées de lock et de latch, quoi. On est vraiment sur une tranche très très fine en termes d'utilisation. Mais par contre, derrière le concept est hyper intéressant Mm. parce que là, typiquement sur des 2019-2022, commencer à basculer à la TempDB pour les objets système, là, on commence à avoir des gains. Mais on reste bloqué à l'édition Enterprise et ça fait râler. Bah, c'est quand même intéressant sur l'édition Enterprise parce qu'il fut un temps, je dirais, il y a 2 ou 3 versions, peut-être 3 versions, où, bof, voilà, à part les modifications online et puis les groupes de disponibilité, tu disais, bon, et puis la RAM, mais bon. Ouais, les ressources, hein. Mais maintenant, il y a quand même aussi pas mal de trucs de Intelligent Query Processing, d'IQP, qui sont que en édition entreprise, presque Tous d'ailleurs les feedbacks, tous ouais. ceux qui sont intéressants. Tous les feedbacks, effectivement, Ouais. ils restent bloqués là-dessus. Bon, après, le positionnement, il est clair, hein. L'édition Enterprise, elle est sur du mission critical, donc que Mm. ce soit de la disponibilité ou de la performance. Et moi, à titre perso, la notion de performance, donc finalement le délai dans lequel on va répondre à une requête, fait partie de la disponibilité. Parce que si ma requête ne répond pas Mm. en moins de X millisecondes et qu'elle répond en 5 secondes, ben, quelque part, j'ai un manque de disponibilité. Donc, on pourrait le mettre dans le même sac. Mais oui, le mission critical sur l'édition Enterprise, ça coûte cher, mais voilà, on a un produit qui délivre de la performance. Mais il y a quelques fonctionnalités quand même qu'on aimerait bien voir redescendre un tout petit peu. Ce serait pas du surplus, quoi. Ah ouais, comme le... C'était vraiment un bon moment. Ça fait bientôt 10 ans qu'on a eu 2016 Et SP1. 2016 SP1 a été Ouais. vraiment une belle révolution. Aplanir la surface de programmation, Mm. ça a été vraiment quelque chose qui a été très très bien. Et clairement, on faisait le choix de l'édition par rapport à des besoins en termes de ressources. Et c'était clair, ou de disponibilité. Et là, le choix était clair. Maintenant, le fait de remettre encore un tout petit peu plus dans l'édition Enterprise, ouais, elle est quand même super chère et C'est assez cher, ouais. c'est bon après si on compare à d'autres produits, c'est pas le plus cher clairement, Mm. mais Quoi que ouais, ça ça lui- peut faire cher. Et d'ailleurs, je précise aussi que le truc bien, c'est l'édition standard développeur. Mmh. Ça fait du bien aussi parce que tu peux mieux... Enfin, quand tu vois un client et tu leur dis euh, utilisez l'édition standard, l'édition développeur, bah, vous pouvez avoir une édition ISO sur vos serveurs de développement. C'est Ouais, vraiment bien. ouais parce qu'ils partaient sur des